Salut Pierre-Adrien. Écoute, ça me fait super plaisir que tu sois là aujourd'hui. Également. C'est vrai que on a travaillé ensemble pendant un an au Mm. School Lab et puis depuis peu tu as décidé de quitter ton job pour te mettre à plein temps sur ta Mm. boîte. Tout à Et nous fait. en fait récemment au School Lab c'est vrai qu'on a rencontré pas mal d'entrepreneurs qui hésitaient vraiment beaucoup à se lancer Mm. ou alors qui avaient déjà leur boîte mais qui hésitaient à quitter leur job pour s'y mettre à fond. Mm. Et donc c'était intéressant pour nous de revenir sur ton aventure. Ok, avec plaisir. Bonjour Marine, ravi de faire cette interview évidemment. Et avec plaisir bien sûr pour raconter mon parcours sur ces derniers mois et puis sur ma décision la récente de quitter mon entreprise pour me lancer dans l'incertain en fait. Mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Ouais, ta boîte Prépastrat, qui a généré pas mal de CA finalement ces derniers mois. Donc si je me trompe pas, à peu près 20 000 voilà, sur les 5 derniers mois. C'est ça, Euh, Déjà peut-être que tu peux présenter un petit peu ta boîte, bien sûr. ce Ok, que vous faites. effectivement, donc je suis fondateur de Prépastrat, qui est la seule classe prépa au conseil, et qui est en fait une formation de préparation aux entretiens de conseil en stratégie. Et D'accord. c'est une formation qui repose en fait sur trois piliers principaux. Le premier, c'est les cours en vidéo, avec 45 vidéos de formation en ligne, qui sont sous forme de MOOC, avec des animations et une voix off, et réparties en quatre matières ensuite, qui sont les quatre matières principales qu'on doit connaître pour maîtriser un entretien de conseil en stratégie. Le deuxième, c'est du coaching, donc avec des simulations d'entretien Mhm. en conditions réelles, comme si on passait un vrai tour dans un cabinet de conseil. Et puis la troisième, c'est une communauté aussi qu'on réunit en ligne, en fait, avec un forum d'échange, la possibilité de commenter sur des vidéos, de partager ses doutes, ses questions, les cas qu'on a eus et dont on aimerait bien avoir la solution. Et du coup, sur cette plateforme, on a accès à d'autres candidats qui peuvent Ok. réagir, mais aussi à tous les coachs en fait, qui travaillent avec les candidats, qui réagissent et qui peuvent donner leurs commentaires directement de manière digitalisée et interactive. Ok, super intéressant. Déjà peut-être avant de présenter comment est-ce que tu as monté vraiment ta boîte, Mm. peut-être voir avec toi, est-ce que tu as toujours voulu entreprendre, c'était vraiment quelque chose qui était en toi, ou bien ça t'est venu, je sais pas, par des expériences. Ouais, très bonne question. Alors, je suis pas sûr d'avoir la fibre entrepreneuriale Mhm. comme on dit au départ. Je pense qu'elle est minoritaire en fait, la part de la population qui ressent ça à l'origine. Après, on peut l'avoir en soi et juste la révéler à un moment de notre parcours. Moi, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait Mhm. une classe prépa, une grande école de commerce derrière. Et ensuite, j'ai démarré aussi sur un parcours très classique avec une première expérience en conseil en stratégie, donc Ok. dans un cabinet de conseil très prestigieux. Et, euh, et voilà, ma voie était tracée, entre guillemets. Je Mhm. voyais pas c'était pas juste un tremplin pour faire autre chose, c'était vraiment quelque chose dans lequel je me projetais. Et en fait, j'y suis resté que 9 mois. D'accord. Voilà, ça a été une expérience assez courte. Et c'est là où j'ai réalisé en fait que toutes mes idées préconçues de ce que je pensais suivre comme fil directeur dans ma carrière, Mhm. ça correspondait pas à qui j'étais vraiment en fait. Ok. Et, euh, et voilà, que j'avais pas nécessairement envie de travailler autant dans ces conditions sur ces types voilà, de problématiques, et que en fait j'avais envie d'autre chose, quoi. Voilà. Donc j'ai quitté assez rapidement ce premier job, et ensuite j'ai commencé à réfléchir un peu à ce que je voulais faire. Mhm. Et donc il y a une longue, plus ou moins longue en fait, plutôt courte en fait, mais qui paraît longue parce qu'on fait rien en fait pendant ce temps-là, donc on a l'impression que chaque jour qui passe on perd du temps, et alors qu'en fait pas du tout. C'est une phase qui est nécessaire, qui est une phase d'inspiration, de réflexion Mhm. sur ce qu'on veut faire, et qui pour moi était fondamentale avant de lancer D'accord. d'autres choses. Donc cette phase, elle a duré combien de temps à peu près ou... Alors, elle a duré environ 2 mois, 2 mois et demi. Un premier mois de vacances complet, D'accord. un deuxième mois d'inspiration, de réflexion, de rencontre de beaucoup de personnes. J'ai fait beaucoup de lectures, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi, un peu comme celles qu'on fait Mhm. aujourd'hui, pour essayer de comprendre certaines choses sur ce que j'avais envie de faire.
et sur ce qui était possible de faire. Et puis après, assez vite en fait, il ne faut pas que cette phase dure trop longtemps. 2 mois, 2 mois et demi, pour moi, ça a été bien en fait, mais après, il faut vite se remettre dans l'action et pas se laisser endormir par de l'inspiration. Et finalement, on finit par se créer un fantasme dans sa tête et on le matérialise pas, on le met pas en relation avec la réalité, quoi. Et donc, je conseille aussi d'assez vite en fait se lancer, tester des choses. Et comme me l'a dit un ami pendant cette phase-là, il m'a dit j'ai eu une opportunité qui s'est présentée. Il m'a dit écoute, prends-la, remets-toi à marcher avant de te remettre à courir, quoi. Et c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire, quoi. Même si c'est pas le truc idéal, il faut essayer, quoi. Et du coup, donc après ces 2 mois, sur quoi est-ce que tu t'es lancé ? Est-ce que tout de suite tu as eu l'idée de prépa strat ou est-ce que tu as fait quelque chose avant Ouais. Alors c'est une très bonne question. Sur ces 2 mois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu à plat tout ce que je savais faire, tout ce que j'aimais faire aussi. J'ai trouvé un peu mon ikigai qui est un mot un peu galvaudé aujourd'hui, mais voilà. Et non, mais c'est vraiment de poser un peu sa vie à plat, ce qu'on aime faire, et ensuite se lancer. Et au départ, je n'étais pas parti sur PrepaStrat, c'était une des pistes que j'avais, mais du coup, j'ai préféré démarrer simple avec un système de dropshipping, en fait, qui est quelque chose d'assez connu pour les entrepreneurs qui démarrent. C'est assez simple, c'est d'acheter des produits en fait en Chine à bas coût sur AliExpress, et puis de créer une API sur un site internet super beau où on revend 3 fois plus cher et on prend notre marge dessus. Et voilà, c'était la première idée qui a germé juste après. D'accord. Donc l'idée finalement pour toi c'était plutôt de prendre un projet qui était finalement sans trop de risques pour pouvoir un peu te former à l'entrepreneuriat. Exactement. J'ai pas vu trop au début, j'ai juste pris un projet qui était facile à mettre en place et qui pouvait me former à plein de rudiments indispensables et pour désacraliser l'entrepreneuriat. Notamment quand on se lance, on dit mais je sais pas faire un site internet et quelle forme juridique je vais prendre et mes moyens de paiement, etc. Enfin, on pense à plein de trucs sauf à notre produit, à nos clients et on se dit qu'on va être enseveli sous cette montagne, et en fait de démarrer par quelque chose où les produits existent déjà, on fait juste de la mise en relation, ça permet de se former sur comment je fais un site internet, comment je fais un logo pas cher sur internet, comment je fais de la publicité digitale sur Facebook, sur Google, comment je fais un peu de référencement naturel en SEO, voilà, et pas mal de choses comme ça, comment je branche les moyens de paiement, comment je fais mon statut d'auto-entrepreneur, et tout ça c'est vraiment des choses assez simples en fait, assez basiques, mais qui désacralisent plein de choses de l'entrepreneuriat. Et une fois qu'on a lancé son premier site, qu'on a fait ses premières ventes, on se dit en fait c'est facile, je sais faire, le premier site qui m'a pris 2 semaines, demain je peux en faire en 2 jours, et quand ça sera mon 5e, je le ferai en 1h30 comme je le fais aujourd'hui, quoi. Et après donc tu te lances sur un autre projet avec moins de peur finalement. Exactement, en fait ce projet, il me tenait pas spécialement à cœur, j'aimais pas trop le business que c'était, mais ça, comme je disais, ça a désacralisé pas mal de choses, et du coup après je me suis dit lançons PrepaStrat qui est quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur, dans lequel je vois un énorme potentiel, et parce que j'avais été candidat moi-même et que j'avais vu tout ce besoin, et du coup je lance PrepaStrat à ce moment-là. Ok. Donc du coup finalement tu le lances tout seul Je le lance tout seul, je commence à structurer un peu toutes mes idées, à commencer à rédiger du contenu, à créer le grand plan en fait, le master plan de ce que j'imaginais pour l'entreprise, et à rentrer un peu dans le dur ensuite. Voilà, et puis je démarre ça en parallèle d'une activité de freelance qui démarrait du coup à côté, que j'avais saisi et qui du coup me permettait de concilier les deux. Ça aussi c'est un truc intéressant en fait, c'est de se dire en fait je me mets en freelance, il y a plein de plateformes qui existent aujourd'hui, Malte, Crème de la Crème, il y en a d'autres qui existent et qui permettent en fait, vous pouvez vous faire un profil, vous testez votre prix, votre positionnement, s'il y a des demandes, et en fait ça vous rassure d'une part sur l'attractivité de votre profil, et puis aussi ça permet s'il y a des missions qui rentrent, de mettre un peu d'argent et de voir venir en fait, et de ne pas être dépendant du chômage ou d'autres choses dont on a besoin au début pour vivre, quoi, d'être indépendant en fait, c'est le mot du freelance, c'est ça. Et j'avais le freelance et puis je me lance tout seul du coup là-dessus. D'accord. Et ça c'était pas trop une crainte que t'avais, tu t'es pas dit que ça allait être difficile, qu'il allait peut-être te manquer des compétences ou que t'allais avoir des coups de mou et qu'il y aurait personne pour te rebooster Exactement, en fait c'est vrai que ça a pris du temps en fait, pendant 1 mois, je tourne un peu autour du sujet, je me pose des questions, et j'arrive pas à prendre des décisions en une semaine, je me retourne les idées dans la tête.
Mais ce que je fais, et c'était une bonne chose que je fais à l'époque, c'est que j'en parle pas mal autour de moi. Notamment à tous mes anciens potes qui étaient en cabinet de conseil. Je leur en parle beaucoup, je dis voilà, j'ai cette idée et tout. Tout le monde, bien sûr, trouve l'idée intéressante parce qu'eux-mêmes avaient ressenti le besoin. À aucun moment tu te dis, ouais, je vais garder l'idée pour moi, de peur que quelqu'un nous la vole ou... Ouais, bah alors sur le dropshipping, je l'avais fait. Et en fait, en parlant un tout petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui en faisaient, on m'a mis en relation avec d'autres personnes. Et je me suis rendu compte qu'en fait... T'as plus à gagner en parlant. Bien plus à gagner en parlant, parce que en fait, c'est comme quand vous avez, je sais pas, un nouveau vêtement ou quelque chose ou une maladie ou quoi que ce soit, un truc qui est vraiment spécifique à vous, bah vous l'avez jamais remarqué chez les autres avant, et maintenant vous voyez plus que ça, quoi. Ça peut être n'importe quoi, mais voilà, c'est vraiment frappant, et en fait c'est ça. Et donc quand on parle de son idée, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui vont nous donner des idées autour, qui vont venir alimenter, et la seule différence que ça fait à la fin, c'est celui qui le fait, celui qui le fait pas, et celui qui prend le temps pour le faire. Et quand vous avez une idée, généralement, et que vous en parlez suffisamment, c'est que c'est vous qui allez la faire et pas un autre, quoi. Il n'y a pas d'idée révolutionnaire, il n'y a que des projets qui vont aller au bout, quoi. C'est tout. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est aussi grâce à ça, du coup, que tu as trouvé ton associé. Exactement, ouais. Donc j'en parlais beaucoup à mes amis, et il y en a une qui m'a dit mais écoute, moi je connais quelqu'un qui fait exactement la même chose en ce moment. Son truc s'appelle Crack ton case, va voir. Et moi, la première réaction, c'est que ça me rend fou, quoi. Je me dis, mais ça y est, je me suis fait doubler, c'est mort mon idée, ça sert à rien. T'as voulu tout lâcher. J'ai voulu tout lâcher. Et donc, j'étais en week-end et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et d'aller voir qui était ce concurrent voilà. Et en fait, je me dis, mais en fait, ça peut être utile, en fait, ce truc. Et du coup, je l'appelle, ce concurrent. Je lui envoie un message sur Facebook, je vois qui c'est, j'adorais son idée. Et je lui dis, écoute, je viens de voir ton truc, ça me parle énormément, on a la même philosophie, je crois qu'on est en train de monter tous les deux la même chose en même temps. Est-ce que ça te dit qu'on se rencontre, quoi. Voilà. Et lui était assez sceptique, je pense un peu comme moi au début. Voilà, et on accepte de se rencontrer. Du coup, on se rencontre fin décembre, on fait un premier appel, puis un Skype, et on commence à parler. On se rend compte qu'on a exactement la même vision du truc. Et lui, il se trouve qu'il avait un associé, et son associé est rentré en conseil, et du coup l'abandonnait pour. Donc lui aussi se retrouvait tout seul. On a un super fit, et après, on est allé 1000 fois plus vite à deux. 1000 fois plus vite. On s'est donné des rendez-vous, et dès le 6 janvier, la rentrée, on se retrouvait à 15h, on bossait jusqu'à minuit, 1h sur notre projet dès le premier jour, et on a fait ça pendant plusieurs mois comme ça en parallèle. Lui il avait un travail, moi j'étais en freelance, et du coup on bossait soir et week-end tout le temps pour faire avancer le projet, et on s'est motivé à deux, quoi. Ça a mieux marché à deux, ouais, bien plus, ouais. Et t'as pas eu peur aussi de te dire que finalement tu connaissais pas tellement cette personne, et de te dire que peut-être que sur le plan humain ou peut-être t'allais découvrir des choses plus tard qui allaient faire que ouais, alors oui, c'était une peur, effectivement. Après, on a appris à se connaître aussi au début. Ouais. On s'est dit, dans tous les cas, pour démarrer, pour l'instant, c'était mieux à deux, et on voyait qu'on avançait bien à deux. Et en fait, ce qu'on a fait assez vite, c'est de s'aligner sur la vision. D'accord. En fait. Et ça, c'est la première étape qui était clé. C'est que plutôt que de se lancer à corps perdu dans le truc, on s'est dit, ok, ce projet, comment tu le vois, comment on va le développer, dans quelle direction on va aller, quel temps tu as envie d'y consacrer à terme. Est-ce que tu vois ça comme un projet principal, comme un side project, comme quelque chose qui tourne, comme quelque chose qu'on opère à moitié, comme quelque chose qu'on revend. Enfin, tout ça, en fait, on l'a bien posé carte sur table au début, pour se dire quelle est notre vision et quel est le niveau d'implication qu'on accepte d'y mettre pendant quelques mois. Enfin, à horizon, on va dire 3 mois, 6 mois, 1 an, et dans 2 ans, comment tu te vois sur le truc, même potentiellement à 10 ans, tu vois. On s'est vraiment accordé sur la vision. Et après, il se trouve que quand on a commencé à travailler ensemble, on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires sur les profils. Moi, j'ai un profil beaucoup plus analytique et structuré, et à rationaliser mon risque.
Et lui a un profil beaucoup plus fonceur, créatif et à donner de nouvelles idées, et à donner des gros coups de boost sur des choses, et à ouvrir des portes en fait. Là où moi je vais réfléchir avant d'ouvrir la porte, lui il la pousse et après il voit ce qu'il y a derrière, quoi. Okay. Et en fait ce côté-là était un très bon équilibre, quoi. Lui il pousse la porte et ensuite moi j'analyse ce qu'il y a derrière et puis je vois si c'est intéressant ou pas, et on continue à avancer comme ça, quoi. Okay. Voilà. Et donc finalement au début vous avez commencé à développer ce projet avec chacun un travail à côté? Alors oui, moi j'étais en freelance, après j'ai été embauché par une entreprise suivante qui était School Lab, du coup, qui est un studio d'innovation. Et lui était encore en conseil en fait, et il était en train de monter un autre projet entrepreneurial, parce que lui pour le coup il avait un peu plus la fibre entrepreneuriale, et il montait un projet magnifique de brasserie artisanale dans Paris. Okay. Voilà. Et donc du coup on l'a fait tous les deux en parallèle d'un travail. On s'est dédié quand même quelques séances au départ pendant nos vacances, on se faisait 2 semaines à bloc pour vraiment mettre un gros coup d'accélérateur sur le projet au début, qui était nécessaire en fait. Histoire de lancer le projet, vraiment donner la dynamique, de structurer un maximum de choses, de commencer à attaquer dans le dur, et après on pouvait se permettre de bosser juste en parallèle de notre travail, parce que on savait où on allait, on avait bien cadré le chemin, quoi. Et ça, du coup, c'était pas trop difficile? Est-ce que c'était pas un peu trop frustrant de se dire voilà, j'ai un projet à côté qui a du gros potentiel? Alors en fait c'est très paradoxal, je ne saurais pas quoi conseiller. Nous ça a marché parce qu'on a eu une grosse détermination, et qu'on a fait des sacrifices aussi, on est tous les deux on sait faire des sacrifices quand il faut. Par exemple, quand vous faites 2 nocturnes en semaine, parce que vous finissez à 18, 19, 20 heures, et que vous faites un 20 heures, minuit, 1 heure, vous commandez vos sushis dans la salle et à continuer à bosser. On se faisait ça 2 soirs par semaine, et le dimanche à 9 heures on se retrouvait, quoi. 9 heures, donc c'était un rythme assez souvent intense, ça finissait à 10, enfin on arrivait plutôt à 10 heures, mais on finissait à 19h, et voilà, on se faisait des journées non-stop en week-end. Il faut le faire quand même, c'est-à-dire que faut faire un peu gaffe à ces sorties le week-end. On essaie de se caler avant, plutôt samedi, plutôt dimanche, du coup voilà, et ça c'est des sacrifices quand même, et que nous on a accepté de faire, mais bon, qui était pas évident. Mais derrière on avait la sécurité de notre job quand même, et on continuait à apprendre en parallèle dans notre job. Donc nous, ça a plutôt bien marché dans notre cas, mais dans ce cas-là, il faut être du coup bien s'aligner avec son partenaire pour être sûr que vous allez vous fixer même engagement. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux du coup nous raconter peut-être ta première vente, ou quel a été le moment où tu t'es dit vraiment là, on a un premier client, ça peut marcher, Ouais. Effectivement, c'était assez marrant. Alors on a fait pas mal d'erreurs. Alors lui, il montait dans les débuts de notre projet. Moi j'ai rejoint un studio d'innovation du coup qui accompagnait des entrepreneurs, que ce soit dans des grands groupes ou dans des startups, et du coup j'ai réalisé pas mal de méthodes a posteriori, et lui montait sa boîte, et du coup il a réalisé aussi pas mal de choses en chemin faisant, quoi, de son entreprise. Et donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tunnel de développement de notre produit. On faisait du contenu, on créait des vidéos, etc. Et en fait, au bout de 6 mois, on s'est dit, mais attends, on va complètement dans le mur. Est-ce qu'il y a des clients qui sont déjà en face, et est-ce qu'ils sont prêts à payer, ces clients? Et donc on a voulu tester on s'est dit, il faut qu'on teste notre marché. On n'avait rien, on était en vacances en mois d'août, on s'est dit ça. Et du coup, on s'est posé, on a créé le soir même, on a créé une page Facebook, on a mis un vieux picto de consultant qui était archi pixelisé. On a fait une page Facebook à l'arrache en mettant on a rushé pour finir notre première vidéo, on l'a mise en ligne. Et on a publié ça sur le groupe des étudiants qui préparaient le conseil. Et on leur a dit, voilà, on ouvre une classe prépa pour préparer les entretiens au conseil, contactez-nous en MP. Okay. Et ça, c'était vraiment pour tester un peu le besoin, voir si ça vendait à l'hameçon. Exactement, donc on a voulu tester, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les 200 personnes qui ont lu notre publication, il y en a 35 qui nous ont envoyé un message privé sur une page Facebook qui existait pas 24 heures plus tôt, quoi. Et sur les 35, il y en a à peu près... donc ça faisait un super bon ratio quand même. Il y en a à peu près 10 qui étaient super intéressés. Et il y en a entre 3 et 5 qui étaient pas loin d'acheter, quoi. Et on a mis des tarifs très très élevés à l'époque. On avait des tarifs qui sont les tarifs actuels, mais avec un produit qui était différent. Et du coup, on avait mis notre offre premium à 2 800 €
pour en gros une vingtaine d'heures d'entretien, donc 10 séances de 2 heures. Et on a eu un achat là-dessus, juste par message privé. Génial. Et un achat un peu inespéré aussi, parce qu'on n'avait pas de site internet, rien du tout, zéro vitrine. On avait juste un bot sur notre Facebook. Et on n'avait pas de moyen de paiement non plus. Donc on a vite branché une carte bleue sur un PayPal. Et on a envoyé un lien PayPal avec un montant de 2399 €, parce qu'on avait fait une petite réduc. 2399 €, on lui a envoyé le lien PayPal. Et lui essaye de payer un premier échec de paiement, un deuxième échec de paiement. En plus, il passait avec la carte bleue de sa mère, je crois. Donc il était vraiment pas serein. Il m'appelle en panique, il me dit c'est quoi ce truc, j'ai essayé de payer. Déjà, ma première réaction, c'est quoi, il a essayé de payer vraiment mais c'est pas possible et tout. Donc j'étais un peu saucé, mais il me dit j'ai échoué 2 fois. Et donc je fais c'est pas possible et tout, je fais pas de problème et tout, si on a reçu les paiements, on te les remboursera, il n'y a aucun problème, mais a priori je vais appeler PayPal tout de suite, on va te dire ce qui se passe et ce qu'il en est. Donc j'appelle PayPal et ils me disent oui, les paiements ont été refusés parce qu'il n'a pas de plafond sur sa carte bleue. Okay. Donc je le rappelle, je lui dis il faut que tu débloques le plafond de ta mère sur sa carte bleue, parce que c'est 2400 € quand même, je crois qu'elle l'a pas. Et du coup il dit ok, je vais voir ça dans la journée, il voit ça dans la journée se passe, le lendemain j'attends, et à un moment boum, la vente. Effectivement, il avait débloqué le plafond. Finalement, il était vraiment motivé à acheter ton produit. Quoi. Ouais. Mais quel produit? Donc à ce moment-là, du coup, t'avais pas de solution toute prête à lui donner. C'est ça, en fait, nous, ce qu'on promettait, c'était 45 vidéos de formation en ligne, complètes, qui préparaient sur toutes les dimensions de l'entretien. Et on s'est dit, on va vendre. Et ensuite, on va produire, on aura du coup une rentrée d'argent, ça va nous donner la validation de notre marché, et on va produire les vidéos en parallèle de sa préparation. Et comme ça, on va le suivre et on va aller juste devant, on aura juste un cran d'avance, et puis il va finir sa préparation, nous on aura fini nos vidéos. Sauf qu'on avait quand même des jobs à côté, on n'était pas capable de le faire, c'était compliqué de le déléguer parce que c'était vraiment notre contenu propre. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, lui avance, on arrive un peu à lui en poser quelques-unes, mais en fait, on se rend compte qu'on n'arrivera pas à le suivre dans son process, quoi. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le rembourse, mais c'est dommage quand même, on a fait rentrer de l'argent. Soit, a priori, c'est un client, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, on va lui proposer autre chose, quoi. Et du coup, moi, je l'appelle et je fais, salut, c'est Pierre-Adrien, tu me connais, je suis fondateur de Prébastrat. Écoute, ce qu'on va te proposer, t'es un client prometteur et tout, t'es un de nos premiers clients, on a envie vraiment de soigner la relation qu'on a avec toi, et donc on va te proposer quelque chose d'assez exceptionnel. C'est qu'au lieu de te faire les 15 heures de vidéo en ligne, eh bien, c'est un associé de Prébastrat qui te les fera en direct, qui donnera des cours particuliers. Donc encore mieux finalement. Encore mieux. Il va avoir 15 heures de cours particuliers en direct avec un des associés de Prébastrat. Et lui, donc lui, il est ravi, bien sûr, il se dit... mais c'est génial, je suis privilégié, machin. et du coup, il prend de la confiance aussi dans sa préparation, il se motive d'autant plus parce qu'il voit que nous, on y met de l'investissement. Et du coup, on a sauvé le truc comme ça. Mais ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a coupé les vannes des clients, parce qu'on s'est dit, attends, c'est possible avec un, mais c'est pas du tout possible avec même 2, 3, 4, on est mort, quoi, on n'a pas de temps à y consacrer, quoi. Et voilà, mais bon, ça nous a donné beaucoup de confiance, ça nous a fait repartir, et après on est reparti de plus belle, quoi. Et ça t'a surtout montré que du coup que tu peux très bien vendre avant d'avoir un produit hyper fini, hyper prêt. Ouais, exactement. On s'est dit qu'on aurait même dû le faire plus tôt presque, ce truc, on aurait pu le faire dès le début, quasiment. Et nous on a attendu 6 mois, mais oui, ça nous a donné la preuve que en fait, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui te donne ta validation, c'est ce qui te fait dire que tu vas dans la bonne direction. Dans les 35 messages privés, on a eu plein de retours en fait. On a analysé sur est-ce que le prix est le bon, est-ce que le produit il leur va, il y en a qui voulaient des trucs spécifiques, qui voulaient certaines vidéos et pas d'autres qui voulaient ça, et en fait tout ça on a tout noté et ça nous a redonné plein de directions pour ce qu'on voulait développer, quoi. Nous on avait une idée en tête, et avec les retours utilisateurs on s'est rendu compte que il y avait plein d'autres choses à faire et d'autres choses à pas faire, quoi. Et ça c'était hyper intéressant aussi, quoi. Et on s'est dit mais cette matière, si on l'avait eu un peu plus tôt, on serait parti tout de suite dans la bonne direction, on aurait été rassuré tout de suite sur la valeur de notre produit et sur nos prix aussi qu'on peut tester. Et alors est-ce que c'est cette première vente qui t'a motivé à te mettre à temps plein sur cette boîte, en te disant c'est bon, j'ai un premier client, je vais multiplier les ventes et on va tout donner,
ou est-ce que tu as attendu un petit peu? Comment ça s'est passé vraiment ce déclic Ouais, alors j'ai continué 1 an comme ça en parallèle de mon job à essayer de faire des petites actions. Donc j'ai fait un site internet, j'ai fait une V2 de mon site internet qui était un peu plus belle, j'ai fait on a fait de la publicité Facebook, on a fait un événement, on a testé des choses comme ça pour voir ce qui marchait un petit peu. Et donc on a commencé à faire de plus en plus de ventes, mais ça démarrait doucement encore. Voilà. Et puis après, il y a eu une accélération progressive avec beaucoup de bouche à oreille. Donc ça, c'était très positif pour nous parce que des clients qui avaient apprécié la plateforme la recommandaient et on a eu plein de bouche à oreille naturelles. On a vu que tout ce qu'on essayait sur l'acquisition, il y avait plein de canaux de distribution qui marchaient très bien. On arrivait à acquérir de nouveaux clients. Donc on arrivait non seulement à acquérir... Au début, on avait acquis beaucoup en gros les friends and family, donc les personnes assez proches qu'on avait rencontrées. Après on a eu 10 personnes qui étaient des amis d'amis, donc bouche à oreille, donc ça c'était positif. Et après on a eu 10 personnes qui ne nous connaissaient pas du tout et qui sont tombées sur nous par hasard, enfin pas par hasard mais via un funnel d'acquisition que nous on avait créé et qui n'avaient pas eu d'interaction avec nous par ailleurs, ni de... Et donc là, ça nous a donné vraiment confiance et on a vu une accélération croissante de ce truc avec tous les canaux qui augmentaient en parallèle voilà. Et donc là, on a senti que ça commençait à être le moment d'y aller, quoi, parce que non seulement pour délivrer toutes ces prestations, et puis quand tu vois que le truc explose et a une croissance exponentielle sur les ventes, on se dit qu'il est temps d'y aller, quoi, et qu'il y a quelque chose à faire et qu'on peut plus se contenter de vivoter, de tester, quoi. Il est temps d'y aller, quoi. Donc à ce moment-là, t'as pas eu peur Alors non, j'ai quand même eu très peur parce que voilà, quand on démissionne, on n'a pas de chômage derrière. C'est ça, tu quittes une stabilité. C'est ça, on quitte une stabilité, un confort, beaucoup de liberté. Et du coup, ce que j'ai fait personnellement, parce que je suis le seul des 2 associés à quitter mon job pour m'y consacrer, c'est que j'ai rationalisé mon risque, en fait. Et je me suis dit, ok, dans tous les cas, si t'as plus du tout d'argent pour survivre, est-ce que tu arrives à te revendre facilement? Et du coup, j'ai répondu à 2-3 chasseurs de tête, j'ai eu des offres assez vite, en fait, dans d'autres structures. Et je me suis dit, ok, avec un bon salaire, etc., des jobs qui étaient intéressants, je me suis dit, ok, donc dans le pire des cas, si ça va pas, je sais que je peux retrouver. Donc ça m'a rassuré sur le worst case scénario. Ensuite, je me suis dit, il faut que tu aies un peu des revenus assurés quand même, par ailleurs, parce que c'est nécessaire. Prépastrat, ça augmente, et je me suis dit, statistiquement, il y a des promotions qui se renouvellent, donc des nouveaux candidats chaque année. Statistiquement, on est en train d'être connu, les retours clients sont dithyrambiques, donc statistiquement, il y a de l'argent qui va rentrer et qui va être une manne dans laquelle je pourrais puiser, et qui va me permettre de vivre. Et ensuite, je me suis inscrit sur des plateformes de freelance, Malte et d'autres, etc. Et j'ai été pas mal contacté aussi pour des missions de freelance très bien payées. Et du coup, là, je me suis dit, ok, même si j'ai besoin de missions ponctuelles, même si je sais, c'est précaire la vie de freelance, où je sais pas en fait quand est-ce que je vais avoir des missions, combien de temps, pour qui, etc. Mais je sais que statistiquement, à nouveau, je vais pouvoir en avoir régulièrement dans l'année, et que du coup, si j'avais besoin aussi de me rassurer là-dessus à un moment, je pourrais le faire. Ok. Voilà. Et puis tout ça, peut-être aussi en me laissant un peu du temps et de la flexibilité pour aller explorer de nouvelles idées et de nouveaux projets que j'aurais envie de mener, en plus de Prépastrat, soit adjacent à Prépastrat, soit différents, quoi. Ok, du coup là ça fait quelques jours, quelques semaines peut-être que t'as quitté Schoolab. Du coup qu'est-ce que ça a fait vraiment d'être à temps plein sur sa boîte et d'être un peu plus libre entre guillemets Ouais, alors c'est un peu effrayé les premiers jours en fait, un peu déboussolé, on n'a plus de rendez-vous. Le planning est bouleversé. Le planning est bouleversé parce qu'il est libre, quoi. C'est ça. Et en fait, mais moi ça me faisait pas trop peur ce truc-là, parce qu'en fait les premiers jours je les ai consacrés à structurer complètement ce que j'allais faire en fait. T'avais préparé en amont bien. Ouais, j'avais réfléchi, j'avais préparé ma sortie, donc j'avais plus de SAV entre guillemets à faire pour mon ancien job, et pour mon nouveau, j'ai structuré mon emploi du temps, j'ai séparé mes plages horaires, je me suis fixé des priorités, ça demande vraiment une organisation qui est ultra rigoureuse, parce que c'est à nous de nous dicter notre rythme de travail.
de se fixer des objectifs aussi, puisqu'on n'a plus d'objectifs donnés par qui que ce soit. Donc c'est à nous de se fixer ses propres objectifs, à un jour, un mois, 6 mois, un an, et même un peu plus en fait. Et de pondérer en fait les différentes choses qu'on a envie de faire dans sa vie. Peut-être 60% prépa strat, 3 jours par semaine, un jour d'exploration de nouvelles choses, et puis un jour de freelance ponctuel par exemple. Et du coup... Et du coup, ça, c'est des choses qu'il faut bien structurer et qui permet ensuite d'avoir une vie qui est assez remplie quand même, avec plein de rencontres que j'organisais dans la journée, des rencontres de candidats, des rencontres de personnes qui font des choses dans leur vie, des visites à mon ancienne entreprise où il y a plein d'entrepreneurs. Enfin voilà, il y a pas mal des choses que tu n'avais pas forcément le temps de faire. Exactement, en fait, c'est plein de choses qu'on a en tête, qu'on a envie d'explorer, mais qu'on n'a jamais le temps de faire. Et là, c'est aussi un temps pour soi et pour faire ce qui nous plaît, qui est hyper riche, quoi, qui est d'une richesse incommensurable. Ouais. Et si, pour finir, si tu avais peut-être 2-3 conseils à donner aux personnes qui hésitent à se lancer, qui sont soit en travail et qui hésitent à franchir le pas ou se lancer à temps plein sur leur boîte, qu'est-ce que tu... Ouais, alors, je leur dirais d'essayer de déconstruire un certain nombre de mythes qu'ils peuvent avoir. Donc il y a plein de moyens de déconstruire ces mythes. C'est de parler à des gens, d'écouter des interviews, vraiment d'avoir une phase qui soit de l'inspiration. Vraiment pour essayer d'écouter des gens qui l'ont fait et de se rendre compte que c'est pas si compliqué, c'est pas si effrayant. Ensuite, je dirais de tester assez vite, de tester des choses à petite échelle, de se lancer un peu en parallèle de son travail, un peu le week-end et tout, pour voir s'ils ont aussi la motivation de tester des trucs le week-end, de se mettre une journée, un dimanche entier avec un ami ou tout seul et à dérouler toutes les idées qu'il a pour son projet, et à se dire ça va marcher, à créer une page, un site internet, essayer de le faire, essayer de déconstruire ça en testant. Et puis après, donc inspiration, test, et puis je dirais de se rassurer en troisième temps, de prévoir le scénario du pire en fait, et de se dire si jamais ça fonctionne pas, est-ce que j'ai des voies de sortie, quoi. Ok, merci beaucoup. En tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet Prépa Strat. Pas de quoi. Merci beaucoup. Et c'était un grand plaisir d'avoir cet échange avec toi. Pareil. Merci. Pas de quoi. Merci.